Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et tous. Bienvenue sur ce plateau en direct. Bienvenue à la rentrée de l'immobilier de Swiss Life Asset Managers France. Je suis ravi de voir aujourd'hui que vous êtes toujours aussi nombreux à vous être connectés. Preuve que l'immobilier intéresse toujours. Preuve que l'immobilier suscite des questions et c'est parfaitement normal parce que c'est le bon moment pour se poser des questions, tenter de comprendre ce qui s'est passé l'année dernière et puis évidemment tenter de voir ce qui peut nous attendre pour les années à venir. Nous allons aujourd'hui procéder en deux parties. Une première partie où nous allons parler d'expertise, on va parler de macroéconomie, d'immobilier au sens large, de bureaux, également d'hôtellerie. Et dans un second temps, nous allons parler spécifiquement de notre gamme de produits chez Swiss Life Asset Managers France. Nous allons ensuite procéder à deux séries de questions-réponses à la fin de chaque partie. Donc pensez bien, mesdames et messieurs, à poser vos questions durant chacune des parties. Je vous propose tout de suite de commencer par la première partie, la partie expertise. Et pour ce faire, je me suis entouré des meilleurs experts en la matière. Bonjour Fabrice. Bonjour Romain, bonjour à tous. Tu es directeur des activités immobilières chez Swiss Life Asset Managers France. Merci d'être avec nous. Julien, bonjour à toi. Bonjour Romain. Tu es directeur adjoint en charge du secteur tertiaire chez Swiss Life Asset Managers France. Merci à toi également. Et Johanna, tu es directeur adjointe et en charge du pôle hôtellerie. Merci de nous avoir rejoints ce matin. Bonjour à tous. Alors tout de suite, je vous propose de commencer et d'attaquer avec la première partie. Et on va commencer par toi, Fabrice, et par poser une question qui est très générale, très globale. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de l'année 2023 sur les marchés immobiliers? Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé en 2023? Alors en 2023, l'année a été marquée par le phénomène de forte volatilité et de hausse des taux d'intérêt globaux. Par exemple, sur le 10 ans français, on a commencé l'année sur des taux de 2,60, 2,70, on est monté jusqu'à 3,50, et puis on est redescendu sur des niveaux en dessous des 3, vraiment dans les dernières semaines. Donc une forte volatilité, mais une tendance haussière. Cette tendance haussière, elle s'est répercutée sur toutes les classes d'actifs, y compris l'immobilier, et au sein de l'immobilier, toutes les classes d'actifs aussi. Le bureau, le commerce, enfin, l'ensemble de ces classes d'actifs-là. Par exemple, l'autoprime à Paris, bureau, est passé de 2,83%, on était fin 2022, on est remonté jusqu'à 4,25% en fin d'année 2023. Donc on voit vraiment la force, la puissance de cette remontée des taux que nous avons eue et qui se traduit, bien sûr, remontée des taux. On a eu une légère baisse, on a eu une baisse des valorisations de nos actifs globaux sur le marché. L'autre conséquence, c'est un fort ralentissement des transactions en Europe. On a eu une baisse globale de 53% des transactions en Europe, et notamment sur le bureau, qui a été une classe d'actifs qui était, elle, plus impactée par cette baisse des transactions, des volumes. On a fait moins 61% de baisse des taux, de baisse des transactions, puisque voilà, les vendeurs, les acheteurs avaient du mal à se mettre d'accord sur les prix. Aujourd'hui, on commencera, on va en parler après, une meilleure visibilité. Donc d'un côté, des taux qui bougent sur les marchés, des valorisations qui baissent, mais comme tu le disais très justement, et c'est finalement ce que j'entends de ton discours, c'est la bonne nouvelle, de nouveau des taux de rendement plutôt sympathiques à aller chercher sur l'immobilier. Qu'est-ce qu'on ça peut laisser présager pour 2024? Alors pour 2024, on est bien sûr dépendant de ce phénomène des taux, avec néanmoins, on le sent, une stabilisation, une anticipation d'arrêt de cette hausse des taux. Donc on va pouvoir remettre un peu, j'allais dire, de la stabilité, du calme sur nos transactions. Donc on voit, on optimise, on réalise une stabilisation des taux et on voit commence à avoir des transactions sur le marché à Paris, puisque on a eu des transactions sur des immeubles de bureaux sur des niveaux maintenant de 4,25, 4,50. On est donc dans des conditions aussi, j'allais dire, les fondamentaux de notre marché immobilier sont toujours bons. En tout cas sur les secteurs dans lesquels nous allons investir. Et ça, Julien, Johanna vous en parleront tout à l'heure. Et ces marchés solides, avec des taux maintenant qui sont stabilisés, commencent à revoir des transactions et de l'attractivité de la part des investisseurs. Et notamment, on voit ce qu'on appelle les smart monnaies. Par exemple, on a noté que c'est une des sources Cushman, il y a près de 150 milliards d'euros de capacité d'investissement en Europe qui sont levés, prêts à être investis et qui commencent à transacter depuis le dernier trimestre 2023. Donc des investisseurs malins, un peu précurseurs, qui reviennent avant finalement toute la masse qui pourrait revenir par la suite. Et ça, c'est plutôt un signe positif. Exactement, c'est un vrai signe positif.
et on doit faire attention à toutes les nouvelles où on commence toujours dans la presse grand public à voir le news flow, les nouvelles qui sont toujours un peu en retard. Nous, ce qu'on commence à voir, ce sont des transactions beaucoup plus solides et qui redémarrent. Donc l'année ne sera pas énorme en termes de transactions par rapport aux grandes années, mais on est dans une phase de redémarrage avec des opportunités à saisir. Donc un contexte qui devrait changer un peu en 2024 par rapport à ce que nous avons connu en 2023. Exactement. Merci beaucoup, Fabrice. Julien, je te propose de poursuivre. Nous allons parler de bureau. Julien, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais précisément chez Swiss Life Asset Managers France? Volontiers. Je suis responsable d'une équipe de gestion de fonds dédiée à l'immobilier tertiaire. Alors, l'immobilier tertiaire, c'est l'immobilier de bureau dont on va parler, mais il y a également le commerce et la logistique. Et c'est pour le compte d'investisseurs institutionnels tiers. Et cet environnement bureau, cet univers bureau au sein de Swiss Life Asset Managers représente un peu plus de la moitié de nos encours immobiliers. Entendu. On a entendu beaucoup de choses, justement, sur le bureau, depuis la crise sanitaire. On en a entendu certains qui disaient que c'était la fin du bureau. On a vu ensuite, à partir de fin 2022 et en courant 2023, des valorisations baisser. Qu'en est-il précisément de ce qui s'est passé en 2023 sur ce marché du bureau? Est-ce que tu peux nous expliquer, nous donner une vision globale, s'il te plaît? Alors le bureau français, le bureau en France en 2023, c'est, comme l'a dit Fabrice, une baisse des transactions également. Comme en Europe, on a baissé d'un peu plus de la moitié, avec un chiffre honorable quand même de 6 milliards d'euros de transactions. A contrario, on a des valeurs locatives qui se sont très bien maintenues. Des valeurs locatives, notamment en Ile-de-France, qui peuvent monter jusqu'à 1 000 euros du mètre carré, avec un taux de vacances qui est très faible dans Paris, de l'ordre de 2%. Et cette baisse des transactions est liée, et ce n'est pas le fruit d'une crise immobilière, c'est vraiment la remontée brutale des taux d'intérêt qui a malheureusement mis un petit peu en veille ce marché. Entendu. Les acheteurs et les vendeurs ne se retrouvant pas encore sur un prix. Entendu. Ce qui ne devrait plus tarder. On l'espère. Est-ce que tu peux nous faire un petit point sur le marché locatif en Ile-de-France? Alors le marché locatif, donc, qui se tient bien, est de l'ordre de 2 millions de mètres carrés, 1,9 million selon les derniers comptages. Et 2 millions de mètres carrés, c'est la moyenne décennale, c'est la moyenne sur 10 ans des transactions observées. Donc c'est un marché qui, oui, est en baisse par rapport à 2022, spot de 15%, mais qui se maintient très bien. Les utilisateurs ont toujours une demande de bureaux, de mètres carrés, dans des immeubles bien placés. Donc toujours une demande forte, notamment en Ile-de-France, sur le bureau. Comme on le disait tout à l'heure, Julien, on a entendu énormément de choses sur ce marché du bureau. Ça a commencé en 2020. Moi, j'ai une question pour nos auditeurs très simple. Est-ce que le bureau d'aujourd'hui est le même que le bureau d'hier? Fondamentalement, qu'est-ce qui a changé dans son bureau, dans le bureau, de façon très concrète, versus ce que c'était par le passé? Alors, le bureau d'aujourd'hui n'est jamais le bureau d'hier. Il est en constante évolution. Et le bureau d'aujourd'hui, il a accepté le travail hybride. Il a accepté le distanciel et le présentiel. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le bureau est pensé en expérience utilisateur, en expérience collaborateur. Comme dans le commerce, il y a une expérience client. Comme dans l'hôtellerie, il y a un apport de service dans l'hôtellerie. Comme dans le logement, on doit s'y sentir bien dans son logement. On habite le bureau. On habite de plus en plus le bureau. Et le bureau, il est conçu pour toutes les générations et pour toutes les fonctions. Entendu. Est-ce que tout ça, ça inclut le développement durable? Finalement, où est-ce qu'on retrouve dans ce que tu viens de dire le développement durable? Alors, le développement durable, c'est plus une notion suffisante aujourd'hui. Il y a la notion de désirable. Il faut que le bureau soit désirable, que le collaborateur, pour qu'il revienne au bureau, il faut qu'on passe de la 2D, du développement durable, à la 3D, au développement durable et désirable. Entendu. Et compte tenu de tout ce que tu viens de nous dire, ce bureau qui doit devenir désirable, ce bureau qui a évolué, qui n'est pas le même qu'hier, qu'est-ce qu'on peut attendre pour 2024? Alors, le bureau désirable, c'est un produit de consommation. Ça devient un produit de consommation. Et qu'est-ce qu'on recherche dans un produit de consommation aujourd'hui? On recherche du bio. Le bureau est de plus en plus bio. La nature entre dans le bureau. On a des jardins, on a des rooftops, on a des terrasses. Le bureau devient de plus en plus bio et devient de plus en plus local. Local, pourquoi? Parce que les salariés, aujourd'hui, souhaitent travailler, habiter
consommer, se divertir, se soigner au même endroit, dans la ville du quart d'heure. D'accord. Et du coup, si aujourd'hui tu devais choisir un bureau, le bureau gagnant finalement pour 2024, quel serait-il? Alors, le bureau gagnant. Le bureau gagnant, qu'est-ce que c'est le bureau gagnant? C'est tout simplement déjà, il n'y a pas de formule magique, on revient au classique, c'est un très bon emplacement. C'est un bureau bien situé dans une centralité dynamique avec des tendances structurelles solides, des tendances démographiques, des tendances économiques solides. Une deuxième notion qui se fait de plus en plus jour, c'est un bureau à l'échelle humaine. On a parlé de bio, on a parlé de local, mais un bureau de taille modérée, de taille raisonnable. C'est-à-dire que les investissements, on s'aperçoit d'ailleurs dans les transactions aujourd'hui, d'année en année, il y a moins en moins de transactions supérieures à 500 millions d'euros. Peut-être que le seuil de 500 va redescendre à 100 millions d'euros. Donc on va faire des transactions de plus en plus raisonnables, de plus en plus raisonnées. Parce que les surfaces seront beaucoup plus liquides au locatif et à investissement. Et puis une troisième notion, une dernière notion qu'on a effleurée avec le bio, c'est la sobriété. Un immeuble devra être de plus en plus sobre, devra de moins en moins consommer d'énergie pour de moins en moins émettre de CO2. Merci Julien, c'est très clair. Ce que je retiendrai de tes propos, c'est finalement des bureaux qui ont évolué sur les dernières années. Et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce bureau qui devient habitable, qui doit évoluer, on doit faire revenir les salariés au travail. Et ça, c'est évidemment tout le fruit de ton travail et de celui de tes équipes. Merci beaucoup pour tes explications et tes éclaircissements. Johanna, je te propose de continuer avec cette fois-ci la partie hôtellerie. Est-ce que, Johanna, tu peux nous expliquer ce que tu fais chez Swiss Life Asset Managers France? Oui, tout à fait. Je suis en charge du pôle de compétences européen dédié à l'hôtellerie et qui gère aujourd'hui plus de 90 actifs hôteliers, ce qui représente à peu près 2 milliards d'euros d'actifs, confiés à près d'une trentaine d'exploitants en Europe. Pour cela, je m'appuie sur une équipe de spécialistes qui sont tous issus du monde de l'hôtellerie et qui couvrent les activités, à la fois les activités d'asset management et de gestion des fonds. Nous gérons aujourd'hui 5 fonds purement dédiés à l'hôtellerie et à l'hôtellerie de plein air, mais nous collaborons également avec les fonds diversifiés du groupe, qui sont de plus en plus nombreux, notamment les fonds grand public, qui sont de plus en plus nombreux à intégrer l'hôtellerie dans leur stratégie d'allocation. Merci, c'est très clair. Si on devait faire une petite rétrospective sur ce marché de l'hôtellerie pour l'année 2023, qu'est-ce qu'on a observé et qu'est-ce qu'on en dirait au global? Alors, avant de vous parler de 2023, je vous propose de remonter un petit peu sur les 5 dernières années. On part de 2019, qui est en fait la dernière année de référence, puisque la dernière année pleine avant la drastique crise du Covid, qui a vu l'effondrement de l'activité hôtelière. On était autour, je vous rappelle, de moins 55% de baisse de RevPAR en France en moyenne, et on est allé jusqu'à moins 70% à Paris en 2020. Voilà. Et on a vu un rebond dès 2021 avec la reprise du voyage loisir. Je reviendrai sur cette notion de loisir. Et avec une clientèle qui était essentiellement domestique. Mais la vraie reprise, on l'a vraiment senti en 2022. Elle a vraiment dépassé tout ce qu'on imaginait. Donc, avec plusieurs facteurs qui ont porté cette reprise, donc la levée évidemment des restrictions sanitaires dans pratiquement tous les pays, mais également le taux de change euro-dollar qui a favorisé le retour de la clientèle américaine et une fréquentation de la clientèle domestique qui est restée extrêmement soutenue. Et donc ensuite, 2023, cette tendance s'est poursuivie avec le retour progressif de l'activité de la clientèle affaires, pardon. Et c'est vrai que on avait imaginé dans nos scénarios les plus optimistes une reprise forte et qui se serait poursuivie en 2023, mais on n'avait pas imaginé qu'elle se ferait dans ces proportions. Donc là, aujourd'hui, en tout cas à fin 2023, malgré un très léger retrait sur les taux d'occupation,
on est sur des prix moyens et donc des RevPAR qui sont en très 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 forte progression sur tous les segments. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais est-ce que tu peux nous détailler cette notion de RevPAR, s'il te plaît, qui, je pense, n'est pas complètement familière pour tous nos auditeurs? Alors, le RevPAR, c'est du jargon hôtelier, du pur jargon hôtelier. C'est l'acronyme du terme anglais Revenue per Available Room, qui se traduit par revenu par chambre disponible en français. C'est un indicateur de performance dédié à l'hôtellerie. C'est également la mesure la plus suivie par les hôteliers. Elle permet de savoir ce que l'hôtel génère, toute chambre disponible confondue, qu'elle soit réservée ou non. On exclut donc les chambres qui sont fermées à la vente, en travaux par exemple. Donc le RevPAR se calcule sur une période précise et correspond à la formule du prix moyen en euros multiplié par le taux d'occupation en pourcentage. On ne peut plus clair et je te remercie. On a, pendant que tu t'exprimais, un petit visuel qui s'est affiché. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots, s'il te plaît, Johanna? Écoutez, sans rentrer dans le détail des chiffres, on voit que les taux d'occupation sont les seuls indicateurs qui sont encore très légèrement dans le rouge. Sur tous les autres indicateurs, que ce soit prix moyen ou RevPAR, comparé à 2019 ou comparé à 2022, on est vraiment dans du vert plus que vert. Donc nous serons manifestement en 2023 sur une année record en termes de progression de RevPAR, autour de plus 25% en moyenne en France par rapport à 2019. Donc progression qui est toujours tirée par le prix moyen, et avec un record absolu pour Paris, qui affiche une progression de RevPAR de 20% par rapport à 2022 et de plus de 50% par rapport à 2019. Donc vous voyez qu'on est sur des progressions qui vont au-delà de ce qu'on a pu voir en termes d'inflation. Alors, on a des disparités en fonction des régions, mais on est fondamentalement sur cette même tendance sur l'ensemble du territoire. Alors, ce sont des chiffres qui sont plutôt séducteurs. Est-ce que sur ce marché de l'hôtellerie, est-ce qu'il y a des spécificités et des sous-secteurs ou des tendances que tu apprécies particulièrement ou sur lesquelles tu jugerais bon de se positionner spécifiquement? Alors, il y a une tendance de fond et qui a vraiment changé la donne, c'est la reprise du loisir. C'est-à-dire que le loisir est vraiment revenu au devant de la scène et c'était vraiment pas le cas avant le Covid. Donc aujourd'hui, le loisir, c'est une vraie force sur ce marché de l'hôtellerie. Après, on a plusieurs micro-tendances, enfin micro ou macro-tendances, c'est un petit peu, il y en a un certain nombre, mais je vais m'arrêter sur 2. La première, c'est le staycation, qui est une contraction entre stay et vacation. C'est un terme qui est né à la sortie du premier confinement et qui est le concept de dormir à l'hôtel pour vivre une expérience dans sa propre ville ou dans un périmètre proche. Donc on comprend assez bien ce phénomène qui s'est produit post-confinement. Les gens pouvaient recommencer à voyager, mais ils étaient contraints. On se rappelle des fameux 100 km. Donc ça, c'est une tendance qui perdure. La deuxième grande tendance, c'est le bleisure. Le bleisure, c'est la pratique de combiner le voyage d'affaires et le séjour touristique. Alors c'est une tendance qui existait avant le Covid, mais qui a totalement explosé avec l'hybridation et la nomadisation du travail. Donc ce qui est intéressant, c'est avec ces nouveaux modes de consommation, c'est qu'ils permettent de tirer le marché de manière beaucoup plus harmonieuse durant l'année. Et finalement, l'enjeu majeur pour les acteurs du tourisme, c'est de travailler sur l'hybridation des concepts et pour répondre à une clientèle qui est de plus en plus exigeante et de plus en plus mixte. Voilà. Et même l'hôtellerie de plein air adopte ces tendances du lifestyle et du séjour expérientiel. Alors, on va parler de l'hôtellerie de plein air un peu plus tard. Je sais que c'est une classe d'actifs que vous aimez beaucoup. Mais est-ce que d'abord, pour revenir sur le marché global de l'hôtellerie, est-ce que tu peux nous donner une vision de ce qui s'est passé au point de vue des valorisations en 2023 ? Alors,
les valorisations de ce secteur hôtelier sont restées en moyenne stable et c'est une vraie différence par rapport aux autres classes d'actifs. Alors évidemment, on parle de moyenne. On a un certain nombre d'actifs pour lesquels les valeurs ont continué à progresser et certains pour lesquels les valeurs ont baissé. Mais quand elles ont baissé, c'était quand même très mesuré par rapport à ce qu'on a pu voir sur le tertiaire, par exemple. Donc pour illustrer cette résilience des valorisations, c'est encore intéressant de regarder ce qui s'est passé sur les 5 dernières années et de regarder donc cette évolution depuis 2019, où on constate que malgré le Covid, à l'échelle de nos portefeuilles, le Covid, c'était moins 45% de RevPAR. Ah oui. Et malgré ça, nos baisses de valeur sur le portefeuille hôtelier étaient de l'ordre de moins 6,5%, et elles ont continué à progresser sur l'hôtellerie de plein air. Donc certes, ce marché de l'immobilier est impacté par l'effet hausse des taux, mais on se retrouve dans une situation où les performances exceptionnelles et les croissances de chiffre d'affaires sont telles qu'elles compensent très très largement l'effet hausse des taux. Alors les loyers en hôtellerie ont très souvent une composante variable, indexée sur le chiffre d'affaires. Donc assez mécaniquement, si vous avez une croissance du chiffre d'affaires, vous avez une croissance des loyers, donc une croissance des valos. Voilà. C'est là toute la subtilité de l'hôtellerie. On est sur de l'immobilier d'exploitation. Donc c'est sur les actifs qui sont les plus exposés au risque d'exploitation, donc avec un bail loyer variable ou un contrat de management, qu'on a vu les progressions de valeur les plus importantes en 2023. Et ce qui est plutôt favorable dans un contexte où il peut y avoir de l'inflation encore, cette indexation sur les loyers, c'est un outil très efficace. On a vu ce qui s'était passé du côté des valorisations. Qu'en est-il des flux? Est-ce qu'on a observé un marché aussi soutenu que ce que c'était par le passé? Oui, alors absolument. Les flux, donc les volumes d'investissement ne se sont pas du tout effondrés en 2023. Alors attention, on est sur un marché qui est beaucoup plus réduit, beaucoup plus petit que le marché du bureau. On est encore considéré comme un marché de niche, hein, mais avec des excellentes performances opérationnelles. Du coup, on a continué à avoir des transactions sur l'hôtellerie, malgré un léger retrait en 2023 de l'ordre de moins 7% par rapport à 2022. Donc, comme l'hôtellerie a moins décoté que les autres classes d'actifs, certains processus de cession se sont tout de même ralentis en raison de la divergence entre les attentes de prix des vendeurs et les attentes de prix des acheteurs qui actent désormais un coût de l'argent plus cher. Donc en même temps, tout le monde a bien compris la résilience et l'agilité de cette classe d'actifs. Résilience en ce qu'elle a traversé la crise Covid avec le rapide rebond qu'on a vu, et agilité de par l'adaptabilité facile des prix et donc des revenus en période d'inflation. Donc tous ces éléments ont su convaincre les investisseurs cherchant à diversifier leur allocation en immobilier. Bien sûr. Donc si je t'écoute bien, d'un côté on a des valorisations qui se tiennent bien, qui sont robustes, qui sont solides, des flux d'investissement qui sont plus tout à fait encore au niveau de ce qu'on a connu par le passé, mais qui restent présents. Et finalement, ça peut témoigner d'investisseurs qui cherchent à se repositionner, qui attendent le bon moment pour se repositionner. Si on fait un focus, Johanna, sur la partie camping, je sais que c'est un thème qui te plaît, qui plaît à tes équipes particulièrement. Est-ce que tu peux nous expliquer finalement les spécificités de ce marché et de comment ça se passe? Alors en effet, l'hôtellerie de plein air est un secteur sur lequel nous avons une conviction très forte, avec un premier fonds dédié à cette classe d'actifs que nous avons lancé en 2018, donc plutôt Club Deal pour des investisseurs institutionnels, et un deuxième fonds lancé fin de cette année, de l'année dernière, fin de 2023. Donc c'est un marché profond, l'hôtellerie de plein air, qui représente 8000 campings en France, et il faut le savoir, qui représente 50% de la capacité d'accueil touristique marchande en France. Donc, loin devant l'hôtellerie, qui, elle, ne représente que 25%.
Donc je crois qu'on vous projette une petite carte de la répartition géographique du parc, où on voit donc une concentration évidemment sur les littoraux atlantiques et méditerranéens, mais également, et ce sont des campings de plus en plus convoités, des localisations sur des destinations rurales, montagne, campagne, voilà. Et là, on voit une vraie tendance sur le développement des campings sur ces destinations rurales et périurbaines. On voit également de plus en plus de campings en périphérie de grandes villes comme Lyon, comme Paris. Il y a des campings sur les périphéries de Paris. Entendu, et on a entendu parler récemment de mutation, justement, sur cette hôtellerie de plein air. Quelles sont-elles? Qu'est-ce qu'on a observé? Alors, avec une atomicité élevée et des possibilités de consolidation qui sont réelles compte tenu de la multitude de potentielles cibles pour des reprises, on est effectivement sur un secteur qui est en pleine transformation, hein, et d'autant que la crise sanitaire a accéléré, ou en tout cas a fragilisé un certain nombre de petits campings indépendants et accéléré les intentions de départ d'exploitants qui étaient en fin de carrière. Aujourd'hui, on a à peu près 2/3 de ce parc de 8000 campings qui est toujours géré par des exploitants indépendants. Donc, qui sont les repreneurs? Les repreneurs sont des groupes de plus en plus structurés, hein, qui mettent en place des synergies, d'importantes synergies industrielles et commerciales, mutualisation des achats, centralisation des réservations, et qui offrent une prime à la taille. Mais voilà, mais la spécificité de ce marché, c'est qu'il n'est pas extensible. Il y a un numerus clausus de facto s'agissant du nombre de campings en France, puisque les pouvoirs publics ne délivrent plus de permis d'aménager pour développer des nouveaux campings, notamment sur les littoraux. Donc pas de risque de concurrence neuve ou peu de risque de concurrence neuve. Donc l'enjeu clé aujourd'hui, c'est vraiment la montée en gamme avec le réaménagement des emplacements. On voit une forte diminution des emplacements nus au profit de ce qu'on appelle des emplacements aménagés. Donc les mobil-homes sont très prisés, mais on voit émerger de plus en plus de concepts très innovants, type tente aménagée, cabane dans les arbres, écologe, tous parfaitement intégrés à leur environnement. Et pour une clientèle qui est attirée par l'imaginaire des parcs nationaux, mais également rassurée par le confort et les services proposés. Merci Johanna, c'est des mots qui donnent envie de partir en vacances et c'est une très belle phrase de conclusion pour cette partie. Simplement, moi ce que je retiens de ton intervention, c'est que le camping est un marché qui est profond, mais qui n'est pas infini non plus, qui est délimité, il n'est pas extensible à l'infini, et que en fait, la valeur se trouve dans la transformation, dans l'accompagnement de ces campings vers quelque chose plus haut de gamme, plus intégré à la nature. On en revient à la notion du bio, et c'est exactement ce qu'on fait notamment dans un produit qu'on a lancé très récemment, qui est le FPCI, Plein Air Invest, et qui cible exactement ce que tu viens de décrire, la transformation de camping. Mesdames, Messieurs, je vous propose maintenant de passer à la première session de questions-réponses. Et Fabrice, j'ai une première question pour toi. On a un auditeur qui nous demande si on veut être malin, tu as parlé de smart money, et si on veut être investisseur et se repositionner au bon moment, un peu en amont du cycle, essayer d'attraper le point bas, qu'est-ce que tu regarderais comme indicateur si tu devais en choisir qu'un seul? Alors, c'est une excellente question. J'allais dire, il y a deux axes. Soit on peut se positionner sur les nouveaux fonds qui vont déployer maintenant leur capacité d'investissement, ou sur des fonds existants. Ce qu'on va regarder, ce que je regarderai, c'est vraiment l'évolution du prix de la part.
Et à partir du moment où on va voir la stabilisation, c'est toujours compliqué de rentrer Bien pile sûr. au plus bas, hein. Donc il faut se dire, voilà, je peux rentrer un peu avant, un peu après, mais donc c'est lisser son point d'entrée. Mais je dirais l'indicateur, c'est vraiment, voilà, à partir du moment où les parts se stabilisent, c'est le moment de rentrer. Merci. Donc, à surveiller de près les valorisations des produits. Julien, une question pour toi. Quid du télétravail avec la nécessité d'avoir moins de bureaux? C'est pas forcément un lien, il n'y a pas forcément un lien de cause à D'accord. effet entre télétravail et moins de surface de bureau. On s'en aperçoit d'ailleurs dans les transactions. Les transactions sont toujours aussi vigoureuses en nombre et en mètres carrés. On a des exemples typiques d'utilisateurs qui reviennent dans Paris. Alors qu'ils étaient en première, deuxième, troisième couronne, qui prennent peut-être certes moins de mètres carrés, mais qui recherchent la centralité. Donc la notion de télétravail et de présence au bureau n'est pas forcément liée à la notion de surface louée. Entendu. Merci. Du coup, pas d'impact. Enfin, il y a un impact du télétravail, mais pas nécessairement directement sur la surface. Et on en revient. Il y a le contenant, il y a le contenu. D'accord. Il y a l'immeuble de bureau et à l'intérieur de l'immeuble de bureau, il est réaménagé de telle manière que la nomadisation, l'hybridation du travail peut s'y faire. Et on en revient à ce que tu disais tout à l'heure. Entendu. Johanna, j'ai une question pour toi. On parle évidemment beaucoup, c'est dans peu de temps, des Jeux Olympiques. Où on voit le prix des chambres d'hôtel qui flambent à Paris notamment, mais bien sûr dans d'autres villes de France. Une fois cette flambée passée liée aux JO, qu'est-ce qu'on peut attendre et comment on s'organise pour l'après Jeux Olympiques, notamment à Paris, j'imagine, dans la question, mais pas que. Alors ça, c'est une question compliquée. C'est très bien, c'est une très bonne question. Écoutez, en fait, on a regardé... on n'a pas de boule de cristal. Je serais bien incapable de vous répondre très très précisément à cette question. On a quand même observé l'impact des Jeux Olympiques sur des villes qui ont accueilli cet événement, notamment à Londres. Et c'est vrai qu'on a vu une véritable inflation du prix moyen de la chambre. Et on va l'observer, on le voit déjà. On le voit déjà dans les réservations qu'on est en train de rentrer sur un certain nombre de nos hôtels parisiens. On va atteindre des prix moyens parfaitement scandaleux. D'ailleurs, les professionnels sont en concertation en ce moment pour qu'il n'y ait pas une flambée trop excessive. Okay. Maintenant, c'est vrai que ça va tirer le marché parisien à la hausse. Et on risque d'avoir des prix moyens qui vont rester très élevés sur Paris pendant, au moins les 6 mois qui vont suivre. Il y aura une stabilisation post-Jeux Olympiques. Mais c'est vrai que c'est des événements qui tirent le marché et qui ont tiré le marché par le passé sur les autres villes qui ont accueilli les Jeux Olympiques. Entendu. Merci pour ta réponse, c'est très clair. Je voulais vous remercier tous les trois pour avoir répondu à ces questions, avoir expliqué finalement la vision qu'on a sur l'immobilier au global, le bureau, évidemment l'hôtellerie. Et mesdames et messieurs, je vous propose de passer désormais à la seconde partie. Nous allons avoir une vidéo de 2 minutes et nous nous retrouvons tout de suite après avec de nouveaux intervenants. Ne bougez pas, nous revenons. À tout de suite.
Mesdames et messieurs, bonjour de nouveau, bienvenue et de retour sur ce plateau de la rentrée de l'immobilier par Swiss Life Asset Managers. Nous allons maintenant parler de produits, évidemment de pierre-papier, d'OPCI, de SCI, de SCPI. Et pour ce faire, j'ai la chance d'accueillir deux nouveaux intervenants. Aurélie Fouilleron. Bonjour Romain. Bonjour Aurélie, directrice commerciale et marketing. Et également Julien Guillemet, directeur adjoint, et tu es en charge de la gestion des produits grand public. Bonjour Julien. Bonjour Aurélie. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler concrètement de produits, Aurélie, j'avais une question très simple qui est finalement de dire, en 2023, chez Swiss Life Asset Managers France, quelle a été la collecte sur l'immobilier au global? Alors l'année 2023, ça a été une année de contraste. L'atterrissage en termes de collecte immobilière, donc tout produit confondu pour Swiss Life Asset Managers France, elle est positive. Alors certes, dans une proportion moindre que ce qu'on avait pu connaître les années précédentes, mais ça reste néanmoins remarquable dans le contexte que nous avons connu l'année dernière. Si on regarde plus en détail, la photo finale, elle est très différente, à la fois en fonction des investisseurs et en fonction des produits. En l'occurrence, sur les trois fonds dont on parle ce matin ensemble, on a trois situations vraiment très distinctes à fin 2023, avec un OPCI qui est en nette décollecte, une SCPI qui a été stable dans la continuité de cette année, et une ESC en forte dynamique de collecte. Alors, super transition, je vous propose de parler maintenant de produits et de commencer par l'OPCI ESG Swiss Life Dinapierre. Alors Julien, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé en 2023 sur l'OPCI ESG Swiss Life Dinapierre, s'il te plaît? Alors effectivement, l'année était difficile pour Dinapierre en 2023, avec une performance de moins 9,43%. La remontée forte et rapide des taux d'intérêt, d'amplitude inédite depuis 40 ans, a impacté les valeurs d'expertise, et cela a eu une incidence directe sur la valeur liquidative du fonds, qui est un fonds mark-to-market. Cela veut dire qu'il valorise en temps réel son patrimoine. Entendu, merci, c'est bien résumé. Est-ce que, Aurélie, tu peux nous expliquer ce qui s'est passé le 15 décembre dernier où on a mis en place justement un mécanisme de liquidité? Qu'est-ce que c'est? Alors je vais remonter un tout petit peu en amont. Au printemps de l'année dernière, l'AMF nous a incité à introduire dans les prospectus des OPCI un mécanisme de plafonnement des rachats qui s'appelle le gating. Donc ils nous ont incité nous, mais l'intégralité des acteurs de la place. Il s'agit d'un outil de gestion du risque de liquidité qui est utilisé de façon temporaire dans des circonstances exceptionnelles et qui consiste en fait très simplement à n'exécuter qu'une partie des ordres de rachat qui se présentent ou qui peuvent se présenter. Donc à l'instar de ce que d'autres asset managers avaient fait, nous l'avons activé le 15 décembre dernier. Donc depuis cette date, très concrètement, si par exemple un assureur nous présente un ordre de rachat, nous n'en exécutons qu'une portion. En réalité, pour les parts d'OPCI détenues via des contrats d'assurance vie, c'est en premier lieu de facto l'assureur qui est impacté par cette mesure et pas nécessairement l'assuré. Nous travaillons d'ailleurs assez étroitement avec nos assureurs partenaires pour faire en sorte qu'opérationnellement ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Et puis en fait, je voulais aussi rappeler que le gating ne fiche pas la performance. Les actifs en portefeuille continuent de générer des revenus. Et la valeur liquidative continue d'évoluer. Tu as tout à fait raison. Exactement. De le préciser. Alors concrètement, on a compris ce que c'était le gating. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de l'activer courant du mois de décembre? Eh bien, jusqu'à cette date-là, tout au long de l'année 2023, nous avons assuré la liquidité de l'OPCI dans des bonnes conditions. On a procédé à 157 millions d'euros de vente d'actifs sur le portefeuille immobilier de Dinapierre sur l'année 2023. Avec une baisse de valeur finalement très contenue, puisque ces mêmes actifs, au 31 décembre de l'année 2022, étaient valorisés 169 millions d'euros. Donc ça fait un delta de l'ordre de 7% environ, ce qui est relativement contenu, comme je le disais. On voit donc qu'on a réussi à faire en sorte que ces ventes se déroulent dans de bonnes conditions, au regard notamment des variations qu'on a observées sur le marché. Et c'est là clairement que la qualité du portefeuille qui avait été constitué par Julien et son équipe a vraiment joué son rôle. En toute fin d'année, Julien nous a alertés sur le fait qu'il devenait un peu compliqué de maintenir au sein du portefeuille l'équilibre et la diversification qu'on y avait préservé jusqu'alors.
Et donc, nous avons décidé de plafonner les rachats pour préserver justement l'équité entre les investisseurs qui souhaitaient rester investir dans le fonds et les investisseurs qui souhaitaient en sortir. Ça nous permettait d'étaler dans le temps l'exécution des rachats. Donc, c'était vraiment une mesure qui a été prise de façon raisonnée et pas du tout dans la panique. Voilà, on a géré tous ensemble. Ouais, pour compléter ce que dit Aurélie, le gating va nous permettre de continuer de répondre à une double exigence. La première exigence, c'est de vendre, et de toujours vendre des actifs qui sont dans une configuration optimisée. Alors évidemment techniquement, mais également avec un interlocatif sécurisé pour en extraire, si je peux dire, le meilleur prix sur le marché, et c'est vraiment dans l'intérêt des porteurs de parts. La deuxième exigence, c'est de préserver pour la poche immobilière une diversification géographique et typologique. C'est essentiel en termes de diversification des risques et en termes de stabilisation de la performance. Donc en fait, le gating, ça va nous permettre d'avoir une flexibilité dans la temporalité de nos plans de cession, et c'est dans l'intérêt de tous les porteurs de parts, qu'ils soient désireux de rester ou de sortir du fonds. C'est très clair. Merci à vous deux. Alors, on voit qu'on a mis en place justement ce mécanisme de liquidité à la sortie. On sait aussi qu'on a réduit en novembre les frais d'entrée de Dinapierre à 0%. Ouais, voilà, les coms 0%. d'acquisition. Finalement, Julien, compte tenu de tout ça, quelle est la stratégie pour 2024 ? Effectivement, on a mis en place une campagne incitative du point de vue de la collecte, avec, comme tu le disais, une com d'acquisition à 0, parce que nous avons la conviction que dans le nouveau contexte, l'OPCI a vraiment des atouts. Déjà, sa poche immobilière, qui génère aujourd'hui 5,10% à ce niveau de valorisation, pour une poche... Le micro. Pardon. Le micro, c'est pas grave. C'est le direct. C'est le fil qui est arrivé, je ne savais pas si on devait continuer. Donc une poche immobilière qui génère 5,10% pour un patrimoine qui est qualitatif. Comme je le disais, on a vendu, mais on a vendu de façon à préserver une qualité de portefeuille, une diversité de portefeuille. Et cela permet de générer donc 5,10% sur la poche immobilière. Et pour la poche financière, c'est également très intéressant, puisqu'aujourd'hui, la remontée des taux d'intérêt permet de générer un complément de performance de l'ordre de 3,5-4% avec des investissements qui sont quasiment sans risque. Des comptes à terme, des OPCVM diversifiés, obligataires avec des maturités courtes. Donc c'est pour ça qu'on suscite la collecte, parce qu'on pense que le contexte est bien meilleur. Et évidemment, il faut rester prudent, mais on considère que l'OAT, qui est plutôt en retrait, va permettre de reconstituer des primes de risque pour l'immobilier. Et ça, c'est vecteur de confiance sur le marché de l'immobilier. Et cela va générer un marché plus en vigueur, un marché qui va permettre de réconcilier ce que disait Julien Gaillet tout à l'heure, acquéreurs et vendeurs. Et c'est pour ça que nous sommes incitatifs sur le fait de collecter pour investir dans de bonnes conditions de la collecte. Donc, si je vous entends bien, finalement, un produit qui, effectivement, en 2023, a souffert d'un contexte de taux et d'un contexte de marché qu'on connaît tous, qu'on a expliqué et qui est très spécifique. Et malgré tout, on a quand même travaillé ce produit en 2023 pour mettre en place les bonnes solutions pour permettre un redémarrage du produit au moment venu. Comme tu le disais, c'est difficile de dire précisément quand c'est, avec en plus des éléments financiers assez sympathiques. Tu évoquais un rendement embarqué dans l'OPCI de 5,10% de mémoire sur la poche immobilière, la poche compte à terme, etc., le rendement du cash. Donc, finalement, un produit qui devrait, à un moment rebondir. On a mis toutes les mesures en place pour que ça se passe de la sorte. Passons, si vous le voulez bien, maintenant à la SCESG Tendance Pierre. Et j'avais une première question pour toi, Aurélie. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de ce produit qui fonctionne bien ? Oui, mais avant ça, je voulais vraiment remercier les conseillers, les partenaires qui nous écoutent sans doute ce matin. Parce que grâce à vous, notre SC a été parmi les rares, voire les très rares, à afficher une collecte positive en 2023. On a collecté près de 50 millions d'euros d'euros en 2023, ce qui porte l'encours de la SCESG Tendance Pierre à 97 millions d'euros, si je ne me trompe pas, Romain. Donc pour remettre les choses en perspective, sur le marché au troisième trimestre 2023, les SC ont décollecté à hauteur de 880 millions d'euros. Donc c'est vraiment remarquable ce que grâce à vous, nous avons réussi à faire l'année dernière. Après, c'est un succès qui est mérité, puisque la performance réalisée en 2023 est de 6,14%. Là encore, au regard des performances des SC sur le marché, c'est vraiment à souligner et ça sort vraiment du lot.
Donc la dynamique de collecte a été positive. On est confiant quant au fait qu'elle le sera également en 2024, ce qui va nous permettre et ce qui va permettre à Julien de poursuivre son travail d'investissement et nous l'espérons de continuer à délivrer des bons résultats. Alors 6,14% net de frais de gestion, c'est effectivement de très beaux résultats. En absolu, en relatif versus les autres produits de la place, tu l'as dit. Julien, concrètement, une année 2023, on l'a dit, a été compliquée. C'est quoi la recette pour arriver à délivrer de si belles performances sur la SC ESG Tendance Pierre, une année comme 2023? Alors je ne sais pas si on peut parler de recette, parce qu'il faut toujours s'adapter à un contexte. En tout cas, si demain on avait un nouveau contexte, il faudrait trouver une nouvelle recette de toute façon. La stratégie a été tout d'abord d'investir dans des SCPI pour tout de suite doter l'ASC d'une solidité, d'une diversification typologique et géographique. Aujourd'hui, l'ASC est investie dans plus de 5 pays. Nous avons investi dans des SCPI récentes, donc qui sont très peu concernés par les corrections de marché, et des SCPI surtout qui collectent et donc qui sont en capacité d'acheter au marché et donc de bien acheter. Donc ça a été une stratégie qui a été payante. Et dans un second temps, on a ouvert nos investissements, nos stratégies aux investissements en direct et au club deal institutionnel. Alors, tu parles de club deal institutionnel. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de ce que ça représente ou de vers quoi on va justement dans la SC ESG Tendance Pierre? Alors, à titre illustratif, si ça va faire écho à ce que disait Johanna Capolini tout à l'heure, qui gère l'équipe hôtellerie, nous avons investi dans un OPPCI professionnel dédié à l'hôtellerie de plein air. Ce sont des actifs en France qui sont adossés à des baux de 12 ans ferme et qui génèrent un TRI de 7%. Donc c'est très vertueux pour le fonds. Et nous avons pu faire bénéficier à l'ASC d'une vraie expertise qu'on a en interne, vous l'avez vu avec Johanna, sur l'hôtellerie au sens large. D'accord, très bien. Et d'ailleurs, ça fait partie du cahier des charges, je dirais, de cet essai qui est aussi d'investir dans des produits institutionnels. L'hôtellerie est vraiment et un vecteur évidemment dans l'hôtellerie qu'on aime beaucoup. Ouais, tout à fait. Pour 2024, est-ce qu'on continue sur la même stratégie finalement? Alors sur 2024, nous allons mettre vraiment de l'accent sur les investissements en direct et en particulier sur les régions. La pandémie de 2020, elle a accéléré les mutations de bon nombre de territoires en y modifiant la façon d'y vivre, d'y travailler, d'y consommer. Et nous avons des vraies convictions sur les territoires qui justement bénéficient de cette transformation en termes de population, en termes d'emploi. Et tout notre travail, c'est d'identifier ces territoires et d'identifier les fonciers qui demain vont se valoriser de fait de ces changements. Et pour illustration, par exemple, nous sommes en train d'acheter un pôle commercial dans une agglomération du nord de la France. Les locataires sont des enseignes majoritairement discount qui sont en pleine dynamique de par l'évolution justement de ces modes de consommation. Donc on voit ce travail d'anticipation, de compréhension de nos territoires pour anticiper ces transformations et acheter des fonciers qui se valoriseront demain. C'est toute notre stratégie. Entendu, c'est clair. Concrètement, alors c'est la question fatidique qu'on pose à chaque fois en termes de performance pour 2024, qu'est-ce que ça peut donner? Je ne vais pas répondre de façon trop lapidaire, mais tel que nous entrevoyons le marché, en étant évidemment prudent, le marché en 2024, on peut raisonnablement avoir la même ambition en termes de performance, compte tenu des points d'entrée qui se présentent à nous et compte tenu du retour de vigueur et de fluidité sur le marché qu'évoquait Fabrice Lombardo tout à l'heure également. Donc un produit finalement qui est bien orienté, qui a un peu de cash à investir justement dans des périodes où les niveaux de valorisation sont bas, donc de bonnes opportunités à saisir, et finalement une stratégie qui a été payante en 2023, mais en 2022 également, je rappelle, et qui devrait continuer à l'être en 2024. Je vous propose de passer sur notre dernier produit, qui est la SCPI ESG Pierre Capital. Et j'ai une première question pour toi, Aurélie, qui est de dire, est-ce que tu peux nous dresser un portrait global du marché des SCPI en 2023, de ce qui s'y est passé? Alors en 2023, les SCPI ont fait vraiment les gros titres. On fait la une, on suscitait des débats un peu passionnés. D'ailleurs, ça continue en ce début d'année. On entend parler d'annonces d'ajustement de prix de part, de passage de certaines SCPI, ou en tout cas de réflexion sur un passage éventuel en capital fixe. Donc voilà, ça continue à agiter un peu le marché. Au global, la collecte est restée positive pour les SCPI, mais avec vraiment un très fort infléchissement, puisque selon les données de l'ASPIM et de l'IEIF, la collecte nette sur les 9 premiers mois de l'année 2023 serait de l'ordre de 4,8 milliards, ce qui représente 36% de moins sur la période identique l'année précédente. Et puis surtout, il y a eu de très fortes disparités,
puisqu'il y a des SCPI sur lesquels les demandes de retrait importants ont été positionnées, et d'autres qui, au contraire, ont vu leur dynamique de collecte se poursuivre, voire s'accélérer. Dans le dernier cas de figure, donc dans le cas de figure des SCPI qui ont plutôt collecté, on retrouve essentiellement des SCPI de petite taille ou récentes. Ce qui est logique puisque ces SCPI-là ont une plus forte capacité d'adaptation et puis ont davantage également de capacité de transformation pour bénéficier des nouvelles conditions de marché qui sont et qui vont être de plus en plus favorables. Et finalement, c'est le cas de notre SCPI ESG Pierre Capital puisqu'elle a une capitalisation de 125 millions d'euros et elle a bien résisté et donc elle garde cette agilité dont nous avons parlé. Alors, puisqu'on parle de Pierre Capital, qu'est-ce qu'on peut en dire, Julien ? Effectivement, on est assez content de la performance du taux de distribution sur 2023, de 5,16%, qui est supérieur encore à 2022. Cela témoigne de la bonne qualité aussi du patrimoine de la SCPI, et qualité qui a permis de contenir la baisse des expertises qui a touché toutes les classes d'actifs. Et grâce à cette baisse très faible des valeurs d'expertise, nous n'avons pas besoin, ça c'est une très bonne nouvelle, nous pouvons maintenir le prix de la part actuelle, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Et autre fait marquant qui montre ce redynamisme du marché de l'investissement et qui est de nouveau vecteur de création de valeur, nous avons acheté un actif de logistique en Allemagne, près de Francfort, très bien implanté autour d'axes routiers majeurs, qui génère 6,5% de rendement. Sa valeur d'expertise au 31/12/2023 était de 5% supérieure à notre prix d'acquisition. Donc voilà, ça illustre qu'on est revenu, on est retourné dans un cycle vertueux en termes d'investissement, de création de valeur. Et ça, c'est de très bon augure pour 2024. Alors, tu parlais de l'Allemagne, on voit qu'on va de plus en plus vers de l'ouverture à davantage d'Europe sur Pierre Capital. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Effectivement, cet investissement en Allemagne permet de dépasser l'allocation allemande du fonds de 50%. On est à 51% aujourd'hui d'investissement en Allemagne sur la SCPI. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est majoritairement investie en dehors de France qu'en France. Et c'est très intéressant en termes de diversification des risques, des performances, des corrélations de marché. Donc ça, c'est très intéressant. Mais c'est aussi très intéressant d'un point de vue fiscal, puisqu'aujourd'hui, donc, 51% des revenus sont donc allemands, émanant d'actifs allemands, et ces produits-là, ces revenus-là sont imposés une seule fois à la source à hauteur de 15% et ne sont plus imposés. Donc un porteur de part qui investit dans la SCPI, 51% des flux sont imposés à 50% et il ne sera plus imposé à son niveau, quel que soit son niveau d'imposition. Donc par rapport à une SCPI investie majoritairement en France, Pierre Capital, d'un point de vue fiscal, a un avantage énorme. Donc finalement, comme tu as dit, un taux de distribution à 5,16 qui est en amélioration par rapport aux années précédentes. Et ça, c'est assez notable quand même dans le contexte actuel, il faut le souligner. Mais en plus, cette pondération allemande avec le bonus fiscal qui en découle, qui vient encore indirectement, bien sûr, alléger la fiscalité sur les revenus immobiliers. Donc plutôt un produit très bien orienté et qui continue son chemin. Aurélie, on l'a dit, la collecte, c'est le nerf de la guerre aussi sur les produits immobiliers. Qu'est-ce qu'on peut prévoir en termes de collecte sur 2024 pour Pierre Capital? Alors c'est toi qui devrais répondre à cette question. Non, ce que je peux dire, c'est qu'on va capitaliser sur les bonnes performances dont on vient de parler, tout simplement pour poursuivre le travail commercial qu'on a amorcé. Aujourd'hui, cette SCPI, elle est distribuée par le réseau captif d'une grande compagnie d'assurance, par un des réseaux de CGPI les plus importants, à la fois en termes de taille de réseau et de force de frappe en France, et puis par le leader de la banque en ligne. Donc notre objectif, c'est vraiment de garder ce cap, d'accompagner nos partenaires existants dans leur démarche de collecte, et puis d'en acquérir de nouveaux évidemment, mais pour générer des flux stables, récurrents, et puis pour permettre à Julien d'aller investir et de continuer à améliorer nos bons résultats. Voilà. Parlant de bons résultats, Julien, en termes de performance, qu'est-ce qu'on peut attendre pour évidemment 2024, mais au-delà? Même s'il faut rester prudent, compte tenu de ce qu'on entrevoit pour 2024 en termes de redynamisme, de fluidité du marché, de réconciliation des acheteurs et vendeurs, on peut raisonnablement penser qu'on pourra faire encore mieux en 2024. D'autant plus qu'on est très exigeant en matière d'asset management. On a des équipes pour ce fonds-là
présente physiquement en France et en Allemagne. Et ligne à ligne, actif par actif, on a des plans d'action de création de valeur vraiment très rigoureux comme en application. Et grâce à cela, pour illustration très, très simple, ce travail d'asset management a permis de vendre un actif dans le 14e arrondissement de Paris avec une plus-value de 1 million. Voilà. Création de valeur, plus-value qu'on a rendue aux porteurs de parts. Effectivement, courant décembre. Exactement. Merci beaucoup. Alors, si je vous écoute tous les deux, et pour synthétiser cette deuxième partie, je dirais que après avoir compris les différences de performance entre un OPCI, une SCPI, une SCI sur le marché au global, et d'ailleurs on voit souvent que ça vient soit de la nature juridique des produits, soit de la taille des encours, des flux de collecte, des flux de décollecte. La conviction que j'ai, et à vous écouter, c'est que chez Swiss Life AM, évidemment leader européen de l'asset management immobilier, on a une profondeur d'expertise, et on l'a vu avec les intervenants précédents, qui vont nous permettre d'aller chercher au bon moment les bonnes expertises pour les intégrer dans les portefeuilles. Et tu le disais, avec l'Allemagne, on a aussi cette capacité à aller chercher de l'étranger, et évidemment des logiques de marché qui sont un peu différentes, en plus d'être présents, et ça c'est une spécificité du groupe, sur toute la chaîne de valeur immobilier, les 3 métiers de l'asset management. Et spécificité d'être présent aussi physiquement en France, en Allemagne, Tu as raison. dans les pays du implanté Nord, au géographiquement. UK, etc. Et ça, c'est vraiment une spécificité de société de gestion. Et c'est un énorme point fort. Et pour investir, c'est hyper précieux. Alors, dans quelques secondes, on va passer aux questions-réponses. Mais Aurélie, j'avais une dernière question pour toi, qui était de dire finalement qu'est-ce qu'on prévoit comme lancement de produits immobiliers, comme nouveaux produits immobiliers dans les semaines ou mois qui viennent. Alors, il y a une nouveauté qui est presque plus une nouveauté puisque le produit existe depuis l'automne 2023, qui a été très rapidement évoqué par Johanna Caponi tout à l'heure. Il s'agit d'un FPCI qui s'appelle FPCI Plein Air Invest, qui investit justement dans l'hôtellerie de plein air, donc dans les campings. Donc c'est un produit qui est assez unique, qui investit dans les campings à la fois sur la partie mur, donc le foncier et l'exploitation, ce qui permet une très large création de valeur sur le sous-jacent, avec un TRI cible de 10%, et c'est un produit qui répond à une norme fiscale qui s'appelle le 150 OBTR. Donc c'est de prime abord destiné aux gens qui font une cession d'entreprise et qui doivent réemployer le produit de leur cession, mais pas que, puisqu'aujourd'hui ce produit-là est distribué par des banques privées, simplement parce que le TRI est très attractif. Donc je voulais en parler parce que c'est un peu, c'est la première fois qu'on lance ce type de produit et qu'il rencontre un écho très positif. Et en revanche, plus en prospectif cette fois, on a un projet, on compte les semaines, puisqu'on a déposé une demande d'agrément auprès de l'AMF pour une nouvelle SCPI, dont je n'ai pas encore le droit de dire le nom, c'est dommage parce qu'il est très joli. On y a passé beaucoup de temps. À nos amis du sud de la Ce que je France. peux dire en revanche, c'est qu'il s'agit d'une SCPI diversifiée qui a vocation à être opportuniste et qui surtout a la particularité d'avoir une structure de frais différente de ce qu'on a pu faire jusqu'à présent puisqu'elle est sans frais d'entrée. Entendu. Voilà, mais nous aurons l'occasion, je pense, d'en reparler prochainement. Et avec toute l'équipe commerciale. Exactement. Alors j'ai beaucoup de questions. Il nous reste 3 minutes, donc on va faire le tri et je vous propose de répondre de façon Aurélie, tu réponds ? Je les donne à Julien. succincte. Alors une question à tous les deux. D'abord, on nous demande, compte tenu des performances de l'année dernière sur Dinapierre, on nous demande pourquoi aujourd'hui il faudrait rester sur Dinapierre. C'est une très bonne question, c'est une question qu'on a régulièrement du terrain. Alors moi j'ai des idées de réponse, mais c'est intéressant de vous écouter, vous, sur les bonnes raisons aujourd'hui de rester sur Dinapierre. Moi, je vais être très pragmatique. Je pense qu'il est trop tard pour sortir. C'est une bonne raison. Voilà. C'est une réponse. Ce serait être à l'envers que de sortir maintenant. Et pour compléter cette réponse, je dirais que le gating est un moyen justement de préparer l'avenir. Parce que gater, c'est donner une temporalité de cession et donc vendre dans les meilleures conditions, dans l'intérêt des porteurs de parts, préserver un portefeuille équilibré et diversifié et qualitatif, c'est toujours l'intérêt des porteurs de parts. Donc en fait, on ne fait que préparer l'avenir avec le gating. Et compte tenu des améliorations de marché qu'on a évoquées, tant sur la poche immobilière que la poche financière, on a la conviction que c'est maintenant qu'il faut entrer, d'où la com acquise à 0% pour les prochains mois, parce qu'on pense que c'est le moment. Et si on pensait le contraire, on ne le ferait pas. Voilà. D'ailleurs, sur les centralisations qu'on monitore à la loupe, puisqu'on gère ce processus de plafonnement des rachats,
on commence à voir revenir des flux de collecte. Ce qui Exactement. n'avait pas été le cas pendant depuis, plusieurs mois. depuis un moment. Exactement. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. On nous demande l'impact de la hausse des taux, Julien, sur la poche liquide de l'OPCI. Justement, cette hausse des taux, alors dans un premier temps, après en 2021-2022, ça a été préjudiciable parce qu'évidemment, ça a fait chuter le marché obligataire. Aujourd'hui, le contexte est bien mieux. Et c'est aussi pour ça qu'on incite la collecte, parce que la poche financière va jouer tout son rôle en termes de complément de performance, parce qu'il est possible, en prenant très peu de risques, d'investir sur des choses qui génèrent 3,5-4%. Donc la dimension hybride de l'OPC reprend tout son sens. Elle l'avait perdu. C'est pour ça qu'il y a eu une réaction qui était compréhensible de la part des porteurs de parts. Et donc il y a eu un peu un désamour de l'OPC. Aujourd'hui, tant sur la poche immobilière que la poche financière, la dimension hybride reprend tout son sens. Écoute, c'est très clair. On va prendre une dernière question sur Dinapierre parce qu'il y en a beaucoup. Encore une fois, c'est la question la plus fatidique, si je puis dire. Est-ce que 2024, Tu mets la pression, là. on va avoir une performance positive sur Dinapierre? Alors, c'est dur à dire, c'est trop tôt dans l'année. Je suis obligé de dire qu'il faut évidemment rester prudent parce que Bien sûr. le contexte évolue. Il y a des tendances qui sont très rassurantes. Il y a encore des fluctuations, notamment sur l'inflation. C'est difficile de savoir à très court terme comment elle peut se comporter. Mais encore une fois, compte tenu de ce que disait Aurélie, du niveau de valeur liquidative qui permet à la poche financière de générer 5,10%, compte tenu des solutions d'investissement sur la poche financière à des niveaux de risque très faibles, structurellement autour de 3,5-4, on peut raisonnablement penser qu'évidemment qu'on va être dans une dynamique positive. Après, il faut rester humble, on l'a vu, donc présager de façon trop assertive aujourd'hui, c'est trop tôt. D'autant plus que ça va aussi être lié au flux des investisseurs, justement, qui nous posent ces questions-là. Et ça va. Et bien sûr, c'est ça. Et avoir là, un qu'on va impact, pouvoir c'est collecter, c'est pour ça qu'on a mis toutes ces Exactement. mesures en place pour saisir Bien ces sûr. opportunités de marché. C'est très bon pour qu'on a ceux qui déclenché. sont déjà là, dans le fond, et ceux qui vont rentrer, parce qu'évidemment, ça donne des solutions d'investissement. Ça qu'elles vont prendre. serait un vrai soutien d'être Exactement. plus acheteur que Voilà. vendeur, évidemment. Exactement. Le temps passe. Dernière question. On change de produit sur la SCPI USG Pierre Capital. 5,16 de taux de distribution. Est-ce que c'est net de fiscalité étrangère? C'est brut de fiscalité étrangère. C'est-à-dire que l'impôt à la source, il est réintégré dans puisqu'en fait, c'est un crédit d'impôt au niveau du porteur de part. Donc en fait, l'impôt payé à la source, il est réintégré dans le montant distribué pour en faire apparaître une valeur faciale, pour que tous ceux qui communiquent sur le marché communiquent sur la base à périmètre constant, pour qu'il n'y ait pas de biais fiscal dans l'appréciation de cette performance. Donc il faudrait l'ajouter, le différentiel Donc ça fiscal. bonifie encore. Et ce que ça veut dire pour nos auditeurs, c'est-à-dire que plus le client final paye une imposition, plus il aura un crédit d'impôt justement élevé. Ce sera le pendant de son. Voilà. Ce sera exactement le Il y aura pendant. un crédit d'impôt qui sera de- d'autant plus de l'impôt important payé à la que source par la ses SCPI. revenus sont importants. Exactement. Et sur Pierre Capital, est-ce que cette amélioration des résultats est durable dans le temps? Est-ce que c'est un coût que tu as fait cette année, les 5,16%? Ou est-ce que raisonnablement, on y a partiellement répondu, mais c'est une bonne question. Est-ce que raisonnablement, on peut dire que ça va être stable dans le temps? Alors, non, on peut faire des coûts sur des investissements. Comme je disais, on a fait une plus-value de 1 million qu'on a rendu au porteur de part. Oui, on peut dire que ça, c'est un coût. Ça, c'est un coût, entre guillemets. En revanche, non, la stratégie, elle est structurée. C'est une stratégie de fonds avec des convictions immobilières de long terme qui s'adaptent en fonction du temps. Mais l'ADN de la SCPI n'a pas vocation à être modifié, sauf à ce qu'il y a encore des gros bouleversements. Mais voilà, compte tenu de ce qu'on a dit jusqu'à présent, on est confiant pour la performance pour l'année prochaine. Très bien. Eh bien, nous arrivons, Aurélie et Julien, et chers auditeurs, à l'issue de cette rentrée de l'immobilier organisée par Swiss Life Asset Managers France. Je voulais commencer par vous remercier tous les deux de vous être prêtés au jeu des questions-réponses. Merci Romain. Et puis évidemment, toutes et tous, de nous avoir accompagnés pendant 7 heures. Et puis, retrouvons-nous sur le terrain. Vous avez toute une équipe commerciale qui est à votre disposition pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous solliciter. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.
À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.